Bonjour, nous sommes le lundi 28 mars 2022. J'appellerai ça et pendant ce temps-là, PVSNP. Alors pourquoi et pendant ce temps-là? Parce que, bien, à très juste titre, notre attention est attirée essentiellement par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, on se sent un petit peu obligé de s'excuser quand on parle de choses peut-être pas frivoles, mais de choses moins essentielles dans le cadre de l'actualité. Mais le fait est que vous êtes un certain nombre à m'envoyer des mails ou à faire des remarques, des commentaires sur mon blog en disant où en êtes-vous dans cette question de PVSNP, puisque nous avez expliqué il y a un peu plus d'un an que vous vous y atteliez, voilà, et que je dis à certains moments que j'étais proche d'un résultat satisfaisant. Euh, alors pourquoi est-ce que ça traîne? Pourquoi est-ce que je montre rien du tout? Pour la raison que je vais expliquer. Voilà. J'ai changé un peu de cap dans la manière d'aborder les choses. Et pourquoi est-ce que j'ai changé de cap dans la manière d'aborder les choses? Eh bien, parce que dans un cas particulier, celui de la démonstration par Gödel de son théorème sur l'incomplétude de l'arithmétique, j'avais adopté l'attitude suivante, c'est-à-dire que j'avais, en tant qu'anthropologue, voilà, historien des sciences, spécialiste de l'épistémologie, je m'étais contenté de relever dans la démonstration par Gödel un certain nombre d'anomalies, d'erreurs, de naïveté, et j'en avais fait un texte qui est paru à la fin des années 1990 et ensuite a été repris dans mon ouvrage qui s'appelle comment la vérité et la réalité furent inventées, publié en 2009 chez Gallimard. Voilà. Et là, il y a eu un dialogue avec les mathématiciens. J'ai été invité en particulier à l'École normale supérieure par Jean Lassègue. J'ai eu l'occasion de discuter avec Giuseppe Longo, un certain nombre de spécialistes de cette question. Et là, on était resté un peu sur ces positions parce que je ne parlais pas assez le langage des mathématiciens. Je parlais le langage de gens qui sont en extériorité aux mathématiques et qui regardent ce que font les mathématiciens. Et la raison pour laquelle j'avais fait ça, pourquoi, en fait, je m'étais lancé dans un examen de la démonstration par Gödel de son théorème. C'était la chose suivante. C'était parce qu'avait paru en 97 un ouvrage de Sokal et Bricmont qui s'appelait Imposture intellectuelle, où ces scientifiques se moquaient avec énormément de superbe de la manière dont les gens des sciences humaines et les philosophes parlent de mathématiques, faisant, disait-il, énormément d'erreurs qui sont autant d'horreurs. Sokal, je vous rappelle, à l'époque, avait publié un texte qui était effectivement une totale imposture dans une revue, voilà, de ce qu'on appelle Cultural Studies aux États-Unis, et qui sont des réflexions souvent effectivement extrêmement peu fondées de gens d'inspiration philosophique ou en général des gens qui viennent d'études de la littérature et qui produisent, je dirais, de la non-pensée. Alors critiquer ça, c'était pas une mauvaise chose, mais dans le sac de Bricmont et de Sokal et Bricmont, ils s'en prenaient en fait à des tas je dirais, de gens tout à fait honorables dans les sciences humaines. Et en particulier, à la suite de cet ouvrage de Sokal et Bricmont, avait paru un ouvrage de Bouvresse. Bouvresse pour lequel j'ai beaucoup de respect par ailleurs. C'est un très 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 bon, enfin il est mort maintenant, euh, quelqu'un qui a étudié Wittgenstein avec énormément d'attention. J'ai eu la chance un jour de lui être présenté, non pas du tout au titre de chercheur en sciences humaines, mais parce que je travaillais dans le cadre de la banque pour un patron donc, qui était le frère du philosophe Bouvresse. Et là, Bouvresse a fait quelque chose que je trouvais extrêmement critiquable, c'est-à-dire qu'il s'en était pris à Régis Debray, parce que Régis Debray avait fait une métaphore à partir de l'idée d'incomplétude
de montrer que la question de religion ne sont pas intégrables véritablement à nos réflexions de type politique. Bon, la pensée la réflexion de Régis Debray était tout à fait honorable et la critique de Bouvresse me paraissait médiocre et en tout cas tout à fait inappropriée. Et là, ça avait provoqué chez moi une sorte de comment dire, d'esprit de revanche, voilà, d'esprit de revanche, parce que je connaissais pas mal les mathématiques et je savais que pour ce qui était de la qualité des démonstrations de certains théorèmes, les mathématiciens n'avaient pas de leçons à donner à des chercheurs en sciences humaines qui souvent sont extrêmement pointilleux quand ils parlent précisément de méthodes dures comme les mathématiques, la physique, etc., font extrêmement attention. Et du coup, j'étais allé un peu fouiller dans cette démonstration par Gödel de son théorème, parce qu'elle est considérée comme un monument des mathématiques. Et là, plus je creusais, plus j'étais consterné, parce qu'il y avait vraiment du n'importe quoi là-dedans. On se moquait du monde. On se moquait du monde et l'image qui m'était venue, c'était celle d'une vieille BD, c'était une aventure de Spirou et Fantasio, je ne sais plus comment ça s'appelle, Spirou et le robot peut-être, où il y a un savant fou qui veut mettre le feu à l'atmosphère et sa bombe finit, qui est une espèce de penduelle montgolfière, finit par s'écraser dans un champ et au moment où Spirou et Fantasio et Spip s'approchent de ça, ils s'aperçoivent qu'en fait à l'intérieur de ça c'est un amas de détritus, c'est un amas de boîtes de conserve éventrées, etc. Et j'avais la même impression en allant fouiller dans le théorème de Gödel. Bon, j'étais un petit peu averti. J'étais averti pour deux raisons. D'abord parce que j'avais eu comme professeur de logique à Bruxelles Chaim Perelman, qui avait été un très grand critique de la démonstration de Gödel en 1936 quand son théorème avait paru. Et également, j'avais été à Paris, à l'école pratique des hautes études, j'avais été un élève de Guilbault. Et Guilbault, lui aussi, mathématicien Georges Théodule Guilbault, avait été extrêmement critique de la démonstration de Gödel. Et donc, j'avais deux maîtres que je respecte énormément, qui eux-mêmes avaient mis des doutes à ce moment-là. Donc, je me sentais, je dirais, un petit peu assuré dans ce que j'allais faire. Par ailleurs, j'avais fréquenté Richard Braithwaite. Je l'avais fréquenté au séminaire d'histoire et de philosophie des sciences à Cambridge pendant pas mal d'années. C'était un très vieux monsieur et j'avais le plaisir de l'entendre faire des commentaires sur l'histoire et la philosophie des sciences. Et c'est la personne qui a fait une remarquable introduction à la démonstration de Gödel dans un petit livre. Donc, bon, j'étais pas, je dirais, en terrain, je m'avançais pas à découvert sans armes, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai fait une critique de ce que faisait Gödel qui était de fait inaudible aux mathématiciens. Voilà, je parlais un langage qui n'était pas véritablement le leur. Alors, ces jours-ci, je me suis très approché d'avoir fait la même chose avec VSNP, c'est-à-dire une explication qui intéresserait sûrement les gens des sciences humaines, les philosophes, les épistémologues en particulier, les historiens des sciences en particulier, mais qui n'intéresserait pas les mathématiciens qui diraient de quoi ça parle. Alors, c'est pour ça que là que j'ai changé de cap. Je me suis dit, je vais faire une démonstration qui sera telle qu'il convaincra tout le monde, y compris les mathématiciens. Et pour faire cela, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, je donnerai les détails quand ce sera terminé, il y a une chose à faire, c'est que les mathématiciens ont pris l'habitude de faire un certain nombre de choses, de leurs mathématiques, et puis d'introduire à l'intérieur de leur raisonnement mathématique ou comme des commentaires en extériorité, des considérations qu'ils appellent métamathématiques. Ils ont le sentiment qu'il s'agit d'autre chose. Mais voilà, alors on nous dit sémantique et syntaxe, on nous dit
langage et langage-objet, je ne sais plus quoi, quelle est l'autre expression. On emploie quelques termes comme ça faire savoir qu'effectivement, on est conscient qu'il y a des considérations d'un autre type, d'une autre nature que des considérations purement mathématiques, mais on en reste là. Alors, pour faire comprendre aux mathématiciens ce qui ne marche pas dans PVSNP, il faut descendre. Voilà, il faut descendre dans ce grand sac que eux appellent considération métamathématique, et il faut en montrer ce que c'est. Il faut montrer ce que c'est, et en particulier, une des choses que c'est essentiellement des considérations en fait de physique qui sont importées, et j'emploie l'expression de passager clandestin, de la physique qui est importée comme passager clandestin dans les raisonnements mathématiques. Par ailleurs, il y a des choses encore plus étonnantes, par exemple dans l'oracle dont parle Turing. Là, c'est mettre entre parenthèses, je dirais, un certain nombre de problèmes en les renvoyant à des considérations d'ordre purement pratique ou de manière très indirecte au rapport entre les mathématiques et la physique. Il y a aussi l'évocation purement et simple de l'argument d'autorité dans la démonstration de Gödel, de dire les choses sont comme ça parce que c'est moi qui le dis, et ce qui pourrait être considéré véritablement comme des horreurs quand on essaie de faire quelque chose, je dirais, de rigoureux d'ordre mathématique. Alors c'est ça que je suis en train de faire. Je mets au point cette boîte à outils où je décompose entièrement, enfin je vais essayer de le faire, ce que les mathématiciens appellent des considérations métamathématiques, et de séparer clairement cela d'autres choses. Dans le cas de PVSNP, il y a encore une autre dimension, c'est qu'il y a des considérations d'ordre pratique, purement et simplement, qui sont importées à l'intérieur de démonstrations mathématiques. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de soucis qui nous viennent des informaticiens. Voilà. Et c'est pour ça que vous trouvez des choses très très curieuses auxquelles on fait allusion à propos de théorèmes reliés à PVSNP. Calculer cela prendrait un temps qui représenterait 14 fois la durée de l'univers. Compter ce nombre de choses, ce serait obtenir un nombre plus grand que les particules dans l'univers. Des tas de considérations qui paraissent tout à fait, je dirais, hors de propos à l'intérieur d'une démonstration mathématique. Mais la justification est qu'il s'agit de considérations d'informaticiens qui ont des problèmes effectivement de savoir si on pourra faire des choses dans un temps raisonnable. Tout ça est mélangé à l'intérieur de PVSNP, des renvois au monde empirique sans le dire véritablement, faire de ce que j'avais appelé comprendre comment ont été inventés la vérité et la réalité, j'avais appelé cela de la physique virtuelle. Il y a de la physique virtuelle absolument partout, plus des considérations d'ordre pratique, plus encore parfois même, je dirais, le simple recours à l'argument d'autorité du mathématicien qui dit, puisque je vous le dis, ça doit être comme ça, pourquoi s'autorise-t-il à dire des choses de cet ordre-là? C'est parce qu'il est convaincu, dans une perspective platonicienne, qu'il n'y a pas de véritable différence entre la physique et les mathématiques, et que donc tous les arguments sont bons pour prouver ce qu'il entend prouver. C'était le cas en particulier de Gödel. C'est pour cela qu'il y a tant, je dirais, de bourde et de naïveté, d'erreurs ici et là dans le théorème, dans la démonstration par Gödel de son théorème, parce que comme il considère qu'il travaille dans un univers qui est à la fois physique et mathématique, on peut faire appel à ceci, faire appel à cela, et pourquoi pas, puisque moi-même, qui suis le mathématicien, à partir du monde physique d'une certaine manière, je fais partie de cela. Là, une petite remarque à partir justement, qui irait un peu comme dans une justification de l'argument de Sokal et Bricmont. Quand Lévi-Strauss vous dit, et ça c'est véritablement, je dirais peut-être la chose la plus faible qu'il ait jamais dit, on me dit qu'il y a des erreurs dans la manière dont je rapporte certains mythes amérindiens, mais comme c'est moi aussi un être humain qui en parle, eh bien pourquoi ça fait aucune différence? Cela reflète de toute manière l'esprit humain. Ça, je dirais, ça c'est l'esprit de Gödel manifestement
qui a imprédié les sciences humaines et qui a fait dire à des grands savants des sciences humaines des choses qui sont tout à fait inacceptables en termes d'épistémologie et de méthodologie d'ordre scientifique. Voilà un petit point sur cette question dont vous vous posez, quelques-uns d'entre vous. Où en est-il dans cette affaire? Je vous tiens, continue de vous tenir au courant.